dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion en compagnie de Monsieur Roland Dubord. Eh bien, nous allons parler de ce problème de la radioactivité. Et oui, la radioactivité, ça fait peur. De temps en temps, on y pense. Et nous avons jugé bon, à Fréquence Évasion, de venir ici, à la CRIRAD, dans les environs de Valence. Monsieur Roland Dubord, bonjour. Et merci de participer à cette émission, d'accepter de témoigner sur Fréquence Évasion. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce sigle CRIRAD? Quelles sont les activités de cette association? Alors la CRIRAD, c'est la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. C'est une association loi de 1901 qui s'est créée en 1986, dont les objectifs fondamentaux sont rechercher et informer de manière indépendante sur la radioactivité, comme il est dit. Cette association ne se positionne pas sur les stratégies pour ou contre le nucléaire. C'est pas dans ses objectifs. Son objectif global, c'est améliorer la radioprotection de l'ensemble des citoyens et des travailleurs qui travaillent dans le nucléaire, mais de l'ensemble des citoyens par rapport à la radioactivité, qu'elle soit d'origine naturelle, artificielle, militaire, civile, médicale. Toute radioactivité présente des risques et donc pour nous, nous ne faisons pas de différence. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est la radioactivité? Alors, la radioactivité, c'est la manifestation d'atomes qui sont anormaux. Ces atomes sont anormaux non pas à cause de leurs électrons qui sont autour, qui sont en trop ou pas assez. Dans ce cas-là, on a de la chimie, c'est tout le domaine de la chimie. La radioactivité, c'est l'anormalité des atomes dans leur noyau, c'est-à-dire la répartition neutrons-protons qui n'est pas correcte et qui fait que l'atome est instable et à un moment donné va rechercher à trouver cette stabilité naturelle qui fait qu'il ne se passera plus rien après. Pour que cette radioactivité donc présente dans le noyau, cette instabilité puisse donc évoluer, il y a nécessité d'émettre des rayonnements. Alors ces rayonnements dits radioactifs, donc qu'on dira ionisants dans le vrai terme scientifique, ces rayonnements ionisants parce qu'ils sont capables de modifier la matière autour d'eux, eh bien s'ils sont de trois natures, alpha, bêta ou gamma, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais ces rayonnements sont de très très haute énergie et n'ont rien à voir avec les rayonnements solaires ou les rayonnements des ondes électromagnétiques. Ce sont des rayonnements de très très haute énergie et qui n'ont qu'une seule possibilité, dans la matière vivante en particulier, c'est de provoquer des modifications suffisamment fortes, suffisamment graves pour soit tuer des cellules, soit les endommager suffisamment pour provoquer des dégâts. C'est pour ça que ces rayonnements, qui ne sont pas perçus par nos sens habituels, présentent des risques. Et ces risques, aujourd'hui, sont relativement bien connus, pas tous encore, mais on commence à bien connaître les choses depuis les expériences d'Hiroshima et Nagasaki, où on a pu voir les conséquences. Et maintenant, on arrive à dire, bon, à peu près, quelles sont les conséquences de ces rayonnements. Alors, quels sont les impacts que peut avoir la radioactivité sur l'homme, sur la nature? Les impacts, il y a deux sortes. Il y a la nature d'un côté, qui est, elle, peu radiosensible, au sens que une dose de rayonnement ne va pas modifier profondément le comportement des plantes ou des animaux, parce que ce sont des êtres vivants, mais de constitution relativement simple, du point de vue biologique. Par contre, sur l'homme, la même dose de rayonnement va provoquer des dégâts beaucoup plus importants parce que l'homme est une matière vivante extrêmement complexe. Et plus le système est complexe, plus il est sensible donc aux dérangements, aux modifications, et ce qui fait que c'est effectivement l'homme qui est quelque part derrière tout ça et qui nous intéresse évidemment en premier. Or, l'homme vit au milieu de la nature. Donc si la nature est contaminée, forcément l'homme va être contaminé. C'est ça le drame que vivent par exemple les gens qui vivent dans les zones contaminées de Tchernobyl. Alors est-ce qu'on pourrait revenir quelques instants justement sur le drame de Tchernobyl? Tchernobyl, c'est un accident dans une centrale en très bon état. Il faut savoir c'est qu'elle était neuve. Ce n'est pas un accident technique lié à l'URSS, comme on veut le dire, un accident soviétique, comme on dirait aujourd'hui. Non. C'est clair, c'est une erreur humaine. Or, tous les réacteurs nucléaires du monde sont conduits, sont pilotés, sont managés par des hommes. Donc, c'est une erreur humaine, elle peut se produire dans n'importe quel réacteur. C'est un accident très grave, c'est une catastrophe même, sur le plan sanitaire, sur le plan écologique de toute une région, et c'est un accident à l'échelle d'un continent.
puisqu'il a survolé le nuage, entre guillemets, radioactif, c'est-à-dire les particules radioactives, ont survolé pratiquement toute l'Europe. Et ont déposé la radioactivité à plusieurs milliers de kilomètres du réacteur. Ce qui en fait vraiment une catastrophe qui n'a rien à voir avec le chimique. Par exemple, même les catastrophes les plus graves du chimique, comme Toulouse, ça a un impact sur quelques kilomètres. Mais pas sur des milliers de kilomètres. Là, c'est clair, même si c'est un drame, Toulouse, c'est clair. Mais on est devant une dimension géographique qui a rien à voir. Et donc cet accident, il a lieu en 86, donc on n'a pas fini d'en tirer les conséquences. Alors depuis, on a fait quelques études sur la vallée du Rhône, sur le sud-est de la France, et on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très catholique depuis justement cet accident de Tchernobyl. Alors il y a deux choses. Quelque chose qui est tout à fait démontré scientifiquement, c'est tout le boulot que nous avons fait, nous, la CRIRAD, sur le plan scientifique, c'est-à-dire retrouver les retombées de Tchernobyl. Là où le nuage en a laissé beaucoup, où là il en a laissé moins, c'est clair que c'est tout l'est et le sud-est de la France qui ont été les plus touchés. Et avec des niveaux localement qui peuvent être très importants. C'est là où la radioactivité s'est reconcentrée par des phénomènes de pluviométrie, par des phénomènes d'altitude, par des phénomènes de terrain, etc. Donc là, localement, il peut y avoir encore il y a encore dans l'Est et le Sud-Est des zones très contaminées qui mériteraient encore au minimum une information des populations et parfois quelques contre-mesures. Mais ça, c'est l'environnement. Alors évidemment, on peut se poser la question, et c'est ce que tout le monde pose comme question, c'est oui, mais les conséquences sur la santé, est-ce que c'est grave ? Alors là, on touche un domaine qui est le domaine médical. C'est pas notre domaine à nous, c'est-à-dire nous ne sommes pas des médecins, nous ne sommes pas des épidémiologistes, donc nous n'avons aucune compétence dans ce domaine-là. Par contre, ce que nous pouvons dire, c'est qu'à partir des retombées de Tchernobyl et des choses que l'on connaît, qui sont vérifiées sur le plan international, eh bien, il doit y avoir un impact sanitaire en France de Tchernobyl. C'est-à-dire que il y a en particulier les cancers de la thyroïde et un certain nombre de victimes de cancers de la thyroïde qui peuvent se revendiquer être contaminé par Tchernobyl, ça c'est une certitude, et avoir un cancer à cause de Tchernobyl. Cette corrélation entre donc pollution, Tchernobyl et cancer de la thyroïde, on espère que la justice va l'établir, puisque nous avons déposé plainte avec les malades de la thyroïde, il y en a 415 plaintes, et nous espérons bien que la justice arrivera à établir cette corrélation que nous, sur le plan scientifique, nous n'avons pas pu établir parce que c'est pas dans nos domaines de compétences. Alors quelles ont été les retombées en France de cet accident de Tchernobyl et notamment dans nos régions dans le sud-est de la France ? Alors ceci reste un vrai problème aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qui est retombé de Tchernobyl en France. C'est assez fou, quand on imagine ça, que 18 ans après, alors qu'on utilise des appareils de mesure, tout le monde a les mêmes appareils, on n'arrive pas à être d'accord en France, et c'est seulement en France, le seul pays d'Europe, où il y a polémique encore 18 ans après sur les retombées réelles de Tchernobyl en France. Or, pourquoi ? Parce que, évidemment, c'est gênant. Il est évident qu'à chaud, au moment du passage du nuage, les autorités ont menti. C'est un mensonge flagrant. Aujourd'hui, les autorités françaises veulent bien reconnaître qu'on n'a pas communiqué comme il faut, etc., mais ne veulent pas reconnaître le mensonge. Et ça, nous, on se battra jusqu'au bout pour que ce mensonge soit reconnu et sanctionné, comme tous les mensonges doivent l'être. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a la deuxième chose, c'est dire, oui, mais bon, une fois que on reconnaît qu'on n'a pas dit toute la vérité, qu'on a mal communiqué, etc., bon, alors, rétablissons la vérité. Et bien, on s'aperçoit que 18 ans après, c'est impossible en France. C'est-à-dire que les autorités françaises nient toujours les chiffres réels de la contamination des sols en France. Et ça, ça nous épate complètement. Nous, on s'est créé à cause de Tchernobyl, on ne lâchera pas le morceau. On ne se laissera jamais faire là-dessus. On préférera s'expatrier, on préférera partir en résistance à l'étranger si on ne veut pas nous laisser continuer à fonctionner en France. Mais on ne laissera jamais tourner cette page d'histoire sans qu'on l'ait écrite complètement. Parce que ça, c'est du révisionnisme et c'est très grave. Alors combien de temps encore les effets vont se faire sentir ici en France, dans le sud-est de la France? Combien de temps la radioactivité va être encore active? Alors le problème a été très grave pour nous les quelques semaines qui ont suivi la présence du nuage, parce qu'il y avait beaucoup d'iode radioactif qui a une demi-vie heureusement courte. Bon, ce problème-là, il a été réel et nous, c'est là-dessus qu'on se bagarre.
Par contre, il n'y avait pas que de l'iode radioactif qui avait une demi-vie courte de 8 jours, il y avait aussi du césium-137 qui a une demi-vie de 30 ans. Or, celui-là, pour l'essentiel, c'est-à-dire en gros à 60%, 50-60%, 70%, certains terrains, il est encore là. Et donc lui, il peut encore poser des problèmes aujourd'hui sanitaires, mais c'est vrai que dans l'ampleur, ils n'ont rien à voir avec l'iode qui était présent dans les quelques semaines qui ont suivi le passage du nuage. C'est pour ça que nous, la présence de césium est un témoin de la présence d'iode et nous permet de remonter à la quantité d'iode présente en 86, mais on ne focalise pas sur les dangers du césium actuel chez nous, ce qui n'est pas le cas évidemment au Bélarus et en Ukraine, mais en tout cas chez nous, aujourd'hui le césium-137, qui est encore bien présent, pour nous est le témoin de l'iode qui était encore beaucoup plus présent en 86 et qui pour nous a posé des problèmes. Par contre, il ne pose plus, sauf cas particulier, de problèmes sanitaires aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pratiquement, pour nous, il n'y aurait qu'à restreindre la consommation, l'autoconsommation de certaines espèces de champignons dans certaines régions. Mais à part ça, je dirais, il n'y a plus de problème dans les produits alimentaires habituels, le lait, le fromage, les légumes, etc., les fruits. Alors que ce n'est pas le cas, bien sûr, au Bélarus, en Ukraine. Voilà. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le problème. Par contre, ce qu'on voit aujourd'hui nous permet de remonter à 86 et dire, voilà pourquoi on se bagarre. C'est parce que là, il y avait beaucoup d'iode. Et l'iode, malheureusement, je dirais, a une faculté, c'est de se fixer sur la thyroïde. Donc il y a une corrélation entre iode radioactif et cancer de la thyroïde que l'on peut établir scientifiquement. Donc si on arrive à gagner sur ce procès-là, scientifiquement puis juridiquement, on aura fait un sacré pas. Après, on s'intéressera peut-être aux autres pathologies, aux autres radioéléments, césium, etc., parce qu'il y en avait d'autres, et on verra si effectivement eux aussi ont contribué à une certaine dégradation sanitaire des gens. Mais aujourd'hui, là où on peut gagner, c'est sur l'iode. Et c'est sur les cancers de la thyroïde. Donc on met le paquet là-dessus. Alors que ce soit en France ou à l'étranger, est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait un nouveau Tchernobyl ? Alors, on focalise beaucoup sur les centrales nucléaires russes qui sont, pour certaines, c'est vrai, pour certaines, en très mauvais état, mal entretenues. C'est surtout lié à l'éclatement de l'URSS qui fait que des pays qui étaient intégrés dans l'URSS avant ne le sont plus aujourd'hui. Et comme c'était la Russie qui manageait un petit peu tout ça, la Russie n'assure plus la maintenance de ces centrales. Et c'est vrai qu'en Tchéquie, en Azerbaïdjan, en certaines régions éloignées de Moscou, vous avez des centrales qui sont à l'abandon. Mais c'est un nombre limité. Moi, je focalise pas trop là-dessus parce que je sais très bien, et on a l'exemple ces jours avec le Japon, que des centrales soi-disant bien entretenues, du même type que les nôtres, américaines, elles aussi ont eu des problèmes, elles ont des problèmes. Récemment, on a découvert des problèmes très graves dans des centrales américaines, et donc Tchernobyl pourrait très bien se produire dans n'importe quelle autre centrale. Donc, pour moi, il ne faut pas focaliser sur l'URSS. Tchernobyl n'est pas un accident soviétique. C'est un accident, c'est une erreur humaine, et cette erreur humaine, elle peut se produire n'importe où. Alors on sait très bien qu'ici, dans la vallée du Rhône, en Rhône-Alpes, il y a une faille, et pourtant on a installé des centrales nucléaires. Alors qu'en est-il ? Le risque externe, parmi les risques externes aux installations nucléaires, là on a surtout parlé des risques internes, c'est-à-dire les risques techniques internes, la sûreté, le personnel, les malveillances, etc. Ça c'est des sujets graves aujourd'hui, et surtout par exemple avec les tensions qui montent à l'intérieur de EDF par rapport à la privatisation, il y a des conflits très durs qui font que des actes de malveillance volontaires faits par des salariés à l'intérieur des sites commencent à inquiéter sérieusement, je sais, des responsables. Bon, moi j'ai pas d'éléments pour pouvoir intervenir là-dedans. Par contre, il y a des risques externes aux installations nucléaires, des risques naturels, ou comme les tremblements de terre, les inondations, et là on cumule les deux dans la vallée du Rhône. On a donc la possibilité, c'est que des barrages sautent sous l'effet d'un tremblement de terre qui va se doubler d'une inondation derrière. Or, toutes les installations sont bien sûr au bord du Rhône. Donc ces risques externes naturels existent évidemment. Les centrales ne sont pas
vraiment prévues pour résister à ce genre de choses. Il y a juste la dernière centrale de Cruas, sous l'action d'Arion Taziev d'ailleurs, qui en cours de construction a subi des petites modifications, je dis bien des petites modifications, pour résister à un petit séisme. Mais c'est le seul exemple que je connaisse de centrale nucléaire qui a été subi des équipements, des aménagements pour résister à un petit tremblement de terre. Alors ça, c'est les risques externes naturels, mais il y a aussi les risques externes aujourd'hui qu'on ne peut plus ignorer, terroristes. Et ça, malheureusement, on sait très bien qu'avec le 11 septembre, il y avait un avion qui devait se diriger sur une centrale nucléaire aux États-Unis. On le savait, c'est celui qui a été abattu, c'est le seul qui a été abattu d'ailleurs, si vous remarquez bien. Donc ça veut bien dire que là, on a bien pris conscience, tardivement évidemment, mais du risque de cet avion. Cet avion, on l'a explosé en vol. Donc, et ça, c'est les services secrets américains qui sont intervenus à temps, mais l'avion se dirigeait sur une centrale qui était un peu plus loin, donc il y avait un peu de retard par rapport aux autres. Celui-là, cet avion-là, c'est tout. Donc ce risque-là, il existe en France. Nous sommes dans la région de Valence, nous parlons de Tchernobyl, nous parlons des problèmes nucléaires. On revient dans quelques instants, on marque une pause. À tout de suite. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous sommes de retour, nous sommes toujours à la CRIRAD et nous parlons du nucléaire, nous parlons des dangers du nucléaire. Alors ça, c'est un réel grave sujet. Est-ce que l'on peut agir ici en France justement pour la protection de l'environnement, de l'homme, de la nature ? C'est un grave sujet, mais c'est un sujet de société, je dirais. C'est un choix de société. Quand on choisit une énergie, un type d'énergie, on choisit une société. Choisir le nucléaire, c'est choisir des risques. Et ces risques, on les a choisis pour nous, les citoyens. On a fait ce choix sans nous demander notre avis réellement, parce qu'il n'y a jamais eu d'enquête, de référendum, etc. Donc, on a fait ce choix d'une société à risque. Bon, ce risque nucléaire, maintenant, on le reconnaît, il est énorme. Alors, à partir de là, le travail d'un scientifique, c'est de mettre les cartes sur la table. Et c'est aux citoyens de décider. C'est pas à moi de décider. Je pense simplement que c'est un risque qui est vraiment énorme et qui mériterait au minimum, un grand débat dans notre société. Pas le petit débat qui a eu lieu l'an dernier sur l'énergie et qui tournait autour de l'effet de serre, alors qu'il y a des menaces bien plus présentes et bien plus proches de nous que l'effet de serre. Bien que je pense qu'il faut s'en préoccuper aussi, mais il y a des menaces très sérieuses et donc ça mérite de mettre toutes les cartes sur la table, de faire un vrai débat de société là autour, et puis on verra ce que choisiront les gens. Mais actuellement, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On nous impose, on nous a imposé et on continue à nous imposer des choix qui sont des choix très importants. Lors de l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl, il y a eu quand même un bilan de 31 morts. C'est vrai que si on s'en réfère au bilan officiel de Tchernobyl, de la catastrophe nucléaire de référence, c'est un bilan de 31 morts et ça rendrait, si c'était le vrai bilan, le nucléaire totalement acceptable du point de vue des risques. Je dirais pour la santé, etc. Il y a plein d'autres industries qui provoquent plus de morts. Bon, si c'était ça la réalité, effectivement, le nucléaire, ça pourrait se discuter, je dirais, largement entre les déchets, etc. Qu'il y a ça pourrait le rendre acceptable, je dirais, au vu de pas mal de gens. Par contre, si on prend en compte les conséquences réelles de Tchernobyl sanitaires, alors là, c'est un autre bilan qu'on fait. Certains organismes, comme l'organisation humanitaire OCHA, là, des Nations Unies, de l'ONU, dit carrément c'est plusieurs millions de morts. Bon, alors quand on en est à ce bilan-là, entre 31 et plusieurs millions, si la réalité se situe plutôt vers plusieurs millions, là je pense que le nucléaire peut être considéré comme une industrie effectivement qui présente de trop grands risques pour être acceptable pour l'ensemble de la population. Là on est en train de stériliser un tiers de l'Ukraine et du Bélarus, des régions stérilisées pour des centaines d'années. Bon, mais ça, c'est un choix important qu'on fait là, quand on choisit ça. Donc la CRIRAD a pour but d'informer la population sur les risques du nucléaire. Comment faites-vous circuler l'information ?
Alors, nous, on des dossiers, bien sûr, quand on s'est créé, c'était par rapport à Tchernobyl. Et puis, petit à petit, on s'est penché sur le nucléaire français, nos installations, on est allé faire des mesures, etc. On a ouvert les dossiers, on a parti aux enquêtes publiques, etc. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, le nucléaire chez nous, même si il apparaît comme étant bien géré, c'est-à-dire bien contrôlé, qu'il y avait un vrai gendarme dans le nucléaire, qui surveillait tout et qui faisait que chez nous l'accident était impossible, la réalité n'était pas ça, hein, et que la réalité était beaucoup plus nuancée, pour ne pas dire plus. Et c'est ces dossiers-là que la CRIRAD gère depuis. Mais ça touche aussi bien les hôpitaux qui gèrent mal leur rejet que les militaires qui traînent et qui laissent traîner des déchets un peu partout, etc. Et là, on a des exemples dans la région de Toulouse, comme on en a ailleurs, sur tout le territoire et même à l'étranger. Alors une autre radioactivité que les Bretons connaissent plus que nous dans le sud de la France, c'est le radon. Donc la CRIRAD a aussi pour but d'effectuer des mesures du radon dans les maisons et dans l'environnement. Alors, effectivement, c'est la CRIRAD depuis 89, donc ça fait 15 ans, a pris en compte ce risque radioactif-là, qui est d'origine naturelle, mais qui est bien un risque. Elle l'a pris en compte, elle a interpellé les autorités pour qu'on fasse des mesures. Alors, en 89, tout le monde a rigolé, quand on a interpellé le ministre de la Santé, et il nous a répondu, je vous cite, pratiquement mot pour mot, l'homme des cavernes a résisté au radon, pourquoi pas nous ? Autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir. Il a fallu attendre l'année 2000 pour que une circulaire du ministère de la Santé, toujours, sorte et dise il y a obligation de faire des mesures dans une trentaine de départements en France. C'est ceux qui sont connus comme ayant un sous-sol riche en uranium, donc ayant des risques radon reconnus. Et depuis, il y a obligation de faire des mesures dans les établissements recevant du public. On n'en est pas encore à faire des mesures dans toutes les maisons, mais ça, c'est déjà un premier pas qui permet donc d'apporter des mesures correctives grâce à notre action. On a fait des mesures dans des écoles où on a trouvé des niveaux de radon qui étaient tels qu'on a dû faire des travaux pour les rendre utilisables. C'est grâce à nous que la santé de ces enfants a été protégée. Et ça, on en est fiers d'avoir réussi sur ce plan-là, de faire reconnaître que ce gaz radon, bien que naturel, présentait des risques du même ordre de grandeur que la radioactivité artificielle ou médicale. Alors vous nous dites une trentaine de départements, alors les auditeurs du Grand Sud de nos régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur vont se dire c'est peut-être chez nous. Alors il y a la Montagne Noire qui est pas loin de Toulouse, qui fait partie des départements connus comme ayant des zones de radon importantes. Sinon dans le Grand Sud-Ouest c'est la seule zone, les lieux où il y en a le plus c'est le Massif central, donc dès qu'on remonte sur le Massif central, c'est là qu'on va retrouver effectivement les niveaux les plus importants et la Bretagne évidemment, et puis un département comme les Vosges ou les Alpes-Maritimes où on va retrouver effectivement quelques zones où il y a du radon. Et d'ailleurs, ici à la CRIRAD, vous avez effectué une carte spécifique de tous les départements où on retrouve ce radon et ces zones plus ou moins radioactives. Ça, c'est par rapport à Tchernobyl, ces cartes-là, hein. C'est pas par rapport au radon, ça. Ça correspond en gros à l'est et sud-est de la France, et c'est les retombées de Tchernobyl. Alors ça, là, il y a des cartes officielles, puis il y a des cartes CRIRAD, et on peut établir, grâce au travail qu'on a fait, comparer les valeurs données par les organismes officiels, les valeurs que nous avons trouvées sur le terrain, voir si il y a possibilité de dire les organismes officiels là ne mentent plus. Elles ont menti en 86, mais au moins aujourd'hui, est-ce qu'on a établi la vérité? Ou là, vous avez les premières cartes de 86 qui sont totalement fausses. Bon, ça, tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Par contre, la valeur réelle des retombées, il y a encore polémique sur ces valeurs des retombées de Tchernobyl en France. Alors, est-ce qu'il y a un moyen pour limiter la radioactivité naturelle? Alors, pour le radon, il s'agit bien de radioactivité naturelle, mais on ne peut pas. Il faudrait enlever l'uranium des sols pour pouvoir le faire. Bon, ça, c'est évident qu'on ne peut pas l'imaginer. Et là où il pose problème, le radon, c'est dans les maisons. C'est-à-dire que dans les maisons, suivant les techniques des maisons, suivant les matériaux de construction qu'on a utilisés, ce radon peut se retrouver concentré à des niveaux très importants dans la maison. Or, là, on peut agir, oui.
on peut évacuer ce radon, l'empêcher de rentrer ou le faire sortir quand il est rentré. Et ça, c'est des techniques qui sont relativement simples, de ventilation ou des choses comme ça. Et ça, c'est tout à fait faisable. Nous l'avons fait, nous avons des maisons qui étaient des vrais pièges à radon. Avec les propriétaires, on a fait des travaux pour les rendre totalement habitables et ridicules au niveau du risque radon. Alors on parle souvent de l'amiante, du saturnisme. Comment savoir si dans une maison il y a du radon ? Pour faire des mesures, évidemment, nos sens habituels ne permettent pas de détecter le radon. Donc, le seul moyen de savoir, c'est de mettre des détecteurs spécifiques de radon, comme nous les plaçons, nous, à la CIRAD. Nous sommes spécialisés et agréés pour faire ce genre de mesures. Il y a très peu d'entreprises en France qui sont agréées pour ça. Nous, la CIRAD, on est la seule entreprise, entre guillemets, associative, c'est-à-dire qu'on donne un conseil en plus aux gens pour les aider une fois qu'ils ont fait leur diagnostic. Et donc il faut mettre des capteurs de radon dans la maison. Ensuite, on analyse, nous, à la CIRAD, les capteurs et on peut dire quel est le niveau de radon qu'il y a dans la maison et quantifier le risque, si le risque est ridicule ou s'il est inacceptable. Alors comment en est-on arrivé justement à des extrêmes comme par exemple les retombées que l'on peut trouver dans les hôpitaux, puisqu'on est censé se faire soigner à l'hôpital, et par contre on a des retombées nucléaires qui sont très mauvais pour la santé. Alors, le problème de l'utilisation du nucléaire dans le médical est un problème qui remonte à quelques dizaines d'années. C'est pas très ancien que l'on utilise des radioéléments d'origine artificielle pour faire soit du diagnostic, soit de la thérapie. C'est ce qu'on appelle la médecine nucléaire. Ça s'est développé relativement récemment. Je n'ai aucune compétence médicale pour dire le bienfait ou les méfaits sur le plan, je dirais proprement dit, de traitement des maladies. Je ne suis pas médecin. Par contre, moi, ce que je sais, c'est que ça pose de vrais problèmes d'environnement. C'est-à-dire que les services médecine nucléaire, les gens qui sont traités, sortent cette radioactivité de l'hôpital. Quand elle est dans l'hôpital, c'est un problème du personnel, ça c'est pas mon problème, c'est le problème du personnel. Par contre, quand elle sort de l'hôpital, ça c'est mon problème, c'est l'environnement. Et ça, on fait des mesures dans toutes les stations d'épuration des grandes villes, dans les rivières, dans les grands fleuves. Eh ben, qu'est-ce qu'on retrouve en premier ? Les radioéléments rejetés par les hôpitaux de la région. Bon, même là où il y a des centrales nucléaires, souvent on ne trouve pas grand-chose ou presque rien ou pas du tout de rejet des radioéléments rejetés par la centrale. Par contre, on retrouve bien la radioactivité rejetée par les hôpitaux. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal que les services médecine nucléaire, les hôpitaux, ne soient pas soumis à la même rigueur, au même contrôle, aux mêmes normes que les gens qui travaillent dans les centrales nucléaires. Et nous, c'est vrai que le dossier, on l'a découvert en 88, 89, juste après le démarrage de la centrale de Golfech. Pourquoi ? Parce que il y a des associations du secteur qui nous ont dit il faudrait analyser les algues de la Garonne en aval de Golfech. On trouve de l'ion radioactif. Alors immédiatement, tout le monde pense Golfech. Et on a dit, attendez, il faut les voir en amont de la centrale. Donc c'est ce qu'on a fait. Et en amont de la centrale, il y en avait encore plus. Et on est remonté comme ça jusqu'aux égouts de Toulouse. Et jusque dans les services médecine nucléaire, jusque dans les laboratoires de recherche, etc. Et là, on a constaté qu'ils étaient complètement hors normes, tous ces gens-là. Et ça, on a tapé le poing sur la table. Il y a eu quelques progrès depuis, il faut bien reconnaître, mais il y a encore beaucoup à faire. Alors, quelles sont la nature de ces radioéléments qui sont rejetés ? Alors, ce sont des radioéléments qui, heureusement, sont à vie courte, puisque c'est ceux qu'on utilise en médecine nucléaire comme diagnostic pour disparaître assez rapidement. Ils servent à un moment donné, mais ils doivent disparaître rapidement. Donc, les radioéléments, c'est les iodes, alors l'iode 131 surtout, le technétium 99M, de l'indium 130, c'est quelques radioéléments qui ont des durées de vie assez courtes. D'autant plus, ce serait facile de les gérer, c'est-à-dire il suffit de les stocker dans l'hôpital, attendre que la radioactivité disparaisse avant les rejeter. Alors, c'est bien ce qui est fait, mais pas assez. C'est-à-dire qu'on les stocke, mais pas assez longtemps. Alors, on vide les cuves avant que la radioactivité ait disparu. C'est pour ça qu'on les retrouve dans les rivières, dans les stations d'épuration, etc. Les autorités publiques, le gouvernement ne fait rien, justement, sachant qu'il y a des radioéléments comme ça qui sortent des hôpitaux ? Alors, ce qui est assez gênant, je dirais, pour nous, dans ce domaine-là, c'est qu'on nous rétorque toujours en disant « mais c'est pour guérir les gens qu'on fait ça ».
Alors, nous, on rétorque, c'est pas une raison pour empoisonner l'environnement. C'est pas parce que vous guérissez des gens, ce qui est fort probable, que vous pouvez vous permettre de polluer l'environnement. Parce que on guérit d'un côté et on détruit de l'autre. C'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. Donc, pour nous, c'est pas un argument. Bon, que vous fassiez de votre boulot, comme dans une centrale on fabrique des kilowattheures, ça je le sais. Bon, mais c'est pas une raison pour polluer l'environnement. Donc, on a eu beaucoup de mal à faire admettre que c'était pas normal. Heureusement, il y a une directive européenne qui est sortie en 2002, donc c'est tout récent, qui, elle, va imposer, va encadrer, je dirais, un peu mieux ce nucléaire médical. Ça ne sera pas parfait, mais on va dans le bon sens. Nous allons terminer ce volet sur le nucléaire en parlant de l'armée et le nucléaire. Alors il y a eu des tests de fait, je crois, sur 1995. Qu'en est-il aujourd'hui du nucléaire avec l'armée ? Alors, du point de vue des armes nucléaires, c'est-à-dire des bombes, que ce soit des têtes nucléaires, des bombes, etc., officiellement, nous ne faisons plus de tests et nous avons un stock que nous entretenons. Voilà. Et je pense que c'est vrai. Par contre, on a développé, et en particulier les Américains ont développé avec la première guerre du Golfe, puis la guerre du Kosovo, puis la deuxième guerre du Golfe, ont développé des armes qui utilisent de l'uranium, non pas comme explosif, pas pour faire des bombes atomiques, mais pour faire des pénétrateurs, parce que l'uranium est un métal très lourd. Un litre d'uranium, ça pèse pas loin de 20 kilos. Donc c'est très très dense, et c'est très dur, et c'est en même temps pyrophorique. Donc les Américains ont mis au point des armes à l'uranium appauvri, donc à l'uranium, où les pénétrateurs, c'est-à-dire la pointe de l'obus, est en uranium. Et quand vous arrivez, c'est le seul moyen qu'on a pour perforer des carcasses de chars. Vous avez 10 cm d'acier dans la carcasse d'un char, ces obus sont capables de les perforer. Et ça, c'est des outils remarquables, effectivement, quand vous voulez détruire un char. Les Américains avaient mis au point ces armes dans les années 70. Nous, évidemment, on n'a pas voulu être en reste, donc on a développé aussi, nous aussi, des armes à l'uranium appauvri. Et pour mettre au point ces armes, on continue, et on a fait, et on continue à en faire, des tests pour que ce soit les plus performants. Et dans votre région, Gramma, c'est un lieu où on a testé des armes à l'uranium appauvri pendant pas mal d'années. Et peut-être que ça se continue encore aujourd'hui. Quels ont été les résultats et les conséquences justement sur l'environnement de ces essais ? Nous avons demandé plusieurs fois, aux organismes, au gouvernement français, d'aller faire une étude réellement indépendante d'environnement autour de Meora, Fangatofa, etc., de ces îlots, qui sont encore gardés par l'armée, totalement militaire. Évidemment, il n'en est pas question. Vous n'irez pas faire de contrôle là-bas. L'armée s'en charge. Autrement dit, l'armée, comme souvent, est en même temps celle qui pollue et celle qui contrôle elle-même sa propre pollution. Évidemment, on peut émettre beaucoup de doutes sur les résultats qu'elle donne. Encore récemment, au mois de juillet, donc il y a un mois, l'armée a affrété un avion et a amené une centaine de journalistes qui ont bien voulu venir pour leur faire voir comment ils faisaient les prélèvements, c'est-à-dire ça. Et quand moi, une journaliste qui m'a interpellé là-dessus, je lui dis, mais comment vous y allez ? Elle m'a dit, ben oui, mais j'aimerais bien que vous veniez avec moi. Je dis, pas de problème, moi j'y vais. Quand elle a demandé à l'armée de dire, ben moi je serai accompagné par un scientifique de la CRIRAD, il a dit, il n'y en a pas question. Autrement dit, on veut bien prendre les journalistes, mais pour des cons, c'est le cas de le dire, puisqu'on ne veut pas qu'ils soient accompagnés de scientifiques. Or, il s'agit d'une mission scientifique. Donc, c'est pas avec une caméra ou un magnétophone que vous allez pouvoir enregistrer la radioactivité. Donc, c'est les opérations communication de l'armée. La vérité sur l'état de l'environnement de Meora, pour moi, il est très problématique, parce qu'on a fait péter un paquet de bombes là-bas-dedans, dans un atoll qui est complètement fissuré, et ça, c'est pas du tout normal. Donc ici au CRIRAD, vous avez un rôle d'analyse importante justement sur tout ce qui est radioactif. On a un rôle qui est aujourd'hui, je pense, très important, mais qu'on est en train de nous... on a pris de l'ampleur, on a... Les experts indépendants, comme nous on s'est affichés dès 86, aujourd'hui sont reconnus, enfin, on en parle beaucoup, mais des vrais experts indépendants, réellement indépendants, vraiment experts, ça court pas les rues. Alors, il y a une demande forte des citoyens, ça c'est très évident, pour que nous intervenions, mais nous n'en avons pas les moyens,
d'intervenir partout, on nous sollicite de partout. Et à l'étranger, parce qu'on a la CRIRAD, elle est le seul labo associatif réellement indépendant au monde. Donc, on est intervenu au Japon, au Brésil, au Niger, etc., parce que là-bas, il n'y a pas l'équivalent de la CRIRAD. Donc ça, c'est quelque chose de remarquable et dont on est extrêmement fier. Mais d'un autre côté, on est aussi extrêmement fragile parce que, évidemment, on dérange. Et donc, on cherche tous les moyens pour nous mettre au pas, pour nous empêcher de rester réellement indépendants comme labo, par exemple. Il a été créé en France un réseau national de mesure par les autorités. Bon, pas de problème jusque-là, mais si vous voulez avoir l'agrément pour votre laboratoire, c'est-à-dire avoir l'autorisation de fonctionner, un agrément c'est fondamental. Nous, on est agréés, on a fait tous les tests pour être les meilleurs et en tout cas bons pour mesurer la radioactivité. Si on vous oblige de rentrer dans ce réseau-là, ça veut dire que vous êtes pieds et poings liés. Évidemment, nous ne voulons pas rentrer dans le réseau. On veut rester indépendant. Oui, mais si on reste indépendant, on n'est plus agréé, on ne peut plus fonctionner. Voilà par quel biais on est en train d'étouffer la CRIRAD. Et ça, pour nous, c'est très très grave. Et c'est à l'automne, là, nous, on va se bagarrer là-dessus, parce que ça, c'est un vrai scandale. C'est-à-dire qu'on est soi-disant en démocratie, soi-disant chacun joue son rôle, le pouvoir, le contre-pouvoir, etc., etc. Mais en réalité, par des biais détournés, eh bien, on écrase les gens. Et ça, nous ne l'accepterons pas. Donc c'est soit nous partons en résistance à l'étranger, je ne sais pas ce qu'on fera, mais en tout cas, nous, on ne se laissera pas apprivoiser, en sens, ça c'est un terme gentil, il y aura des termes plus méchants. Nous, on veut rester indépendants. Alors vous avez également un rôle pédagogique, vous organisez également des stages d'information. Absolument, oui. On intervient beaucoup dans le milieu scolaire et c'est surtout moi qui suis enseignant, qui aime bien ces interventions. On intervient depuis l'école primaire jusqu'à l'université et même dans les masters ingénieurs, écoles d'ingénieurs. Nous sommes demandés et ça, j'en suis très fier parce que ça fait partie de notre rôle, d'association, hein, mais c'est en même temps un rôle scientifique qui est absolument irremplaçable parce que la seule information qu'ont tous les gens qui sont dans le domaine scolaire, c'est l'information EDF, CEA, etc., avec leurs moyens à eux, évidemment. Quelle est la réaction des enfants quand on leur parle justement de ce problème du nucléaire ? Eh bien, les réactions des enfants, c'est que quand on leur explique les enjeux, eux, ils n'ont pas d'a priori pour dire c'est compliqué, on ne comprendra pas, etc. Les adultes, c'est ça. Le nucléaire, on leur a tellement dit, écoutez, c'est trop compliqué, vous n'y comprendrez rien, donc c'est pas la peine de chercher à comprendre, faites-nous confiance. Bon, les adultes ont plutôt cette réaction-là. Les enfants, ils n'ont pas cette réaction-là. Eux, ils n'ont pas d'a priori. Ils disent, mais si on veut bien nous expliquer, on est capable de comprendre. Et ils sont capables de comprendre les enjeux importants. C'est pas évidemment de calculer la section efficace des neutrons dans un réacteur. C'est pas ça le but. C'est de comprendre qu'est-ce que c'est que la radioactivité, où sont les risques, où sont les dangers, où sont les effets, les normes, etc. Ben ça, ils sont capables de comprendre. Et moi, je peux vous dire que quand on leur demande un petit effort de compréhension, ils le font, et que en général c'est très intéressant parce qu'ils posent des vraies questions. Ils sont pas parasités par, ils sont pas sclérosés par tout un tas d'a priori. Les adultes ont dit de toute façon le nucléaire c'est peut-être un mal, mais c'est un mal nécessaire. On peut pas s'en passer, etc. Donc il y a un côté défaitiste chez les adultes, alors que chez les enfants, tout de suite ils nous disent c'est comme ça, alors voilà ce qu'on pourrait faire, etc. Donc ils sont pleins d'enthousiasme et plein d'idées. Et ça c'est réconfortant, je trouve. Il faut arriver à supprimer ce nucléaire. Tant qu'on n'a pas traité toutes les centrales, l'accident est encore possible quelque part. Eh bien, les nouvelles normes qui sont adoptées au niveau international, elles sont bien moins prudentes que celles qu'on avait en 86. C'est-à-dire que s'il y a un nouvel accident nucléaire, d'abord, c'est pas évident qu'on nous dise la vérité parce que on n'a pas tiré vraiment les conclusions de Tchernobyl. Donc, même si la CRIRAD est là, vous n'en saurez peut-être pas plus parce que nous, il sera facile de nous neutraliser. Hein. C'est l'armée qui a tous les pouvoirs en cas d'accident nucléaire en France. Faut pas l'oublier, c'est elle qui a tous les pouvoirs. Bon, donc. C'est pas évident en cas d'un nouvel accident nucléaire. Et en plus, les normes qui ont été pondues au niveau mondial montrent que
on ne prendra encore moins de mesures qu'on en a pris en 86, puisqu'on accepte des niveaux plus élevés de radioactivité pour les citoyens. Donc il y aura encore plus de conséquences sanitaires. Voilà ce qu'on est en train de nous préparer. C'est pour que l'accident nucléaire futur, s'il a lieu, coûte encore moins cher que Tchernobyl. Voilà. Alors que faire pour que les criminels du nucléaire soient punis? Est-ce qu'il y a une législation en cours? Mais la loi est totalement insuffisante et on a vu malheureusement qu'avec des scandales comme le sang contaminé, pourtant qui était énorme, on n'est pas allé au bout des choses. Il y a eu non-lieu qui a été prononcé il y a un an, un non-lieu général. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé au bout des choses. Tchernobyl, si on n'était pas là, nous, la CRIRAD, le dossier serait fermé depuis 15 ans. On n'en parlerait plus depuis 15 ans. C'est parce qu'on est là qu'on en reparle chaque année. Et donc, il faut sans arrêt remettre les choses à plat, sans arrêt. Il ne faut pas tourner une page tant qu'elle n'est pas écrite complètement. Et Tchernobyl fait partie de ces pages-là qui ne sont pas écrites et qu'il ne faut pas tourner tant qu'elle n'est pas écrite complètement. Et nous, tous ces scandales, effectivement, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent de la CRIRAD, sert à la cause publique, c'est-à-dire aux citoyens, pas évidemment pas à notre intérêt, puisqu'on est une association, donc c'est pas le but de faire des profits, mais je dirais beaucoup du budget de la CRIRAD n'a pas de financement, c'est-à-dire c'est les adhérents de la CRIRAD qui financent la CRIRAD. Donc chez nous, sur Fréquence Évasion, vous aurez pu au moins vous exprimer. Ah oui, ça, dès qu'on a l'occasion de pouvoir l'exprimer, notre droit, notre envie de donner cette information, on l'a, elle est au fond de nous, ça a été notre objectif, et on a vraiment le sentiment que c'est par là, par l'information, que les choses vont évoluer. Parce que tant que les gens ne savent pas, ils n'agissent pas. Nous on sait, on peut agir. Et ça, ce sera notre combat jusqu'au bout, l'information. Alors quand on a conscience de cette mafia nucléaire, comment briser cette pyramide infernale? Il y a des moyens en face de nous qui sont colossaux, ça, on ne l'ignore pas. Oui, mais c'est pas une raison. Les citoyens ont de plus en plus de pouvoir. Ils l'utilisent pas toujours, mais ils en ont de plus en plus. Et moi, je me rends compte, c'est que quelque part, c'est une victoire, c'est que les gens, ces grands lobbies, Areva, CEA, EDF, etc., depuis quelques années, ils se rendaient compte qu'ils perdaient du terrain sur le plan de l'information, de la communication, qu'ils n'étaient pas bons. Ils perdaient du terrain, donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Au lieu d'être meilleurs sur le plan scientifique, au lieu d'être meilleurs sur le plan technique, ils ont embauché des conseillers en communication. Et si vous regardez tous les gens qui ont été embauchés au CEA, EDF récemment, ce sont essentiellement des conseillers en communication. C'est-à-dire comment mieux communiquer pour faire passer la pilule. Ça ne veut pas dire mieux informer, ça veut dire mieux communiquer. C'est-à-dire mentir, sans doute, mais avec la forme, je dirais. Et ça, nous on le sent très bien, c'est que il y a eu une évolution très nette de la communication. Mais c'est pas l'information qui a rien à gagner, forcément. Donc tout un chacun peut contacter la CRIRAD pour aider ou pour s'informer. Vous allez nous donner les coordonnées de la CRIRAD afin que les auditeurs de Fréquence Évasion prennent contact avec vous. Il y a l'adresse 471 avenue Victor Hugo, 26 000 Valence. Ça, c'est l'adresse postale. Et puis, il y a l'adresse internet, c'est www.crirad.com. Voilà. Eh bien, merci d'avoir participé à cette émission. Au revoir, à très bientôt sur l'antenne de Fréquence Évasion. Merci. Fréquence Évasion.